Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur ici Côte d'Azur. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Alors c'est une émission qu'on voulait consacrer à la voix des jeunes dans ces élections municipales, la voix des jeunes niçois. Mais vous le savez sans doute, après le meurtre d'une mère de famille abattue dans sa voiture avec son bébé à bord, eh bien les candidats niçois ont décidé d'un commun accord d'observer une trêve dans cette campagne jusqu'à dimanche soir. On va donc respecter cette trêve bien sûr, mais sans priver nos jeunes invités de cet espace d'expression qu'est Dimanche en politique. Bonjour donc à vous quatre et merci d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir parler de votre engagement politique, bien sûr, de la place des jeunes dans cette campagne électorale, de vos attentes, mais aussi de ce que vous apportez au débat public, notamment à Nice. Flavio Conta, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des jeunes avec Ciotti. Léa Corradi, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes co-responsable des jeunes avec Estrosi. Gabriel Pélisson-Blanchard, bonjour. Vous représentez les jeunes écologistes. Vous soutenez la candidature de Juliette Chenel-Leroux, qui mène donc une liste EELV, PC et PS. Et Alan Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes co-animateur des Jeunes Insoumis de Nice et vous soutenez la candidature de Mireille Damiano à la tête de la liste LFI et collectif Viva. Je voudrais donc commencer cette émission par une réaction de chacun d'entre vous sur ce terrible meurtre qui a endeuillé Nice. Une mère de famille abattue dans sa voiture, je disais, qui s'est jetée au dernier moment sur le corps de son bébé pour pouvoir lui sauver la vie. Et en effet, il est toujours en vie. Flavio Conta, c'est un terrible drame qui est venu percuter cette campagne. Oui, en effet, c'est un choc immense. C'est un drame absolu de voir une femme qui a été abattue comme ça, avec son nourrisson de 7 mois dans la voiture. Et c'est pour ça que nous sommes tous endeuillés à Nice. Et en tant que Niçois et jeunes Niçois, on le sent, on le ressent, qu'il y a un problème, et un problème de sécurité. Et on le voit, et c'est assez difficile de le ressentir, en tout cas personnellement, parce que quand on voit une pauvre femme qui vient de se faire abattre, son pauvre nourrisson qui heureusement n'a rien, et c'est pour ça qu'on a décidé de respecter la trêve proposée par Juliette Chenel-Leroux, en tout cas de ces 3 prochains jours. En tout cas, on est tous endeuillés. Gabriel Pélisson-Blanchard, en effet, c'est votre candidate, Juliette Chenel-Leroux, qui a demandé et obtenu une trêve dans cette campagne municipale. C'était indispensable, selon vous ? Oui, effectivement, on a été extrêmement choqués de voir ce drame-là. Et on ne pouvait pas continuer la campagne comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que Juliette Chenel-Leroux a proposé cette trêve. Et on remercie d'ailleurs l'ensemble des candidats d'avoir bien voulu la respecter. Parce qu'on est sur quelque chose qui est bien au-delà des clivages politiques, bien au-delà de ces questions municipales, et qui nous touche profondément en tant qu'humains, et puis qui touche profondément les femmes particulièrement, puisque c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est malheureusement pas isolé. On est sur le 4e féminicide depuis le début de l'année à Nice, sur le 48e au niveau des Alpes-Maritimes, et c'est quelque chose qui est extrêmement structurel et qui va poser beaucoup de questions politique pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que vous avez aussi pensé à cette trêve parce que le contexte de la municipale à Nice, parce que en effet une campagne extrêmement tendue où tous les coups semblaient permis, est-ce que vous vous êtes dit, d'autant plus à Nice, il faut qu'on fasse une pause ? Oui, c'est extrêmement important qu'on fasse une pause et puis qu'on réfléchisse à cette question-là qui est extrêmement importante et qui n'est pas seulement une question sécuritaire, c'est également un enjeu social. Combien de places aujourd'hui on a pour les personnes, pour les femmes qui sont en difficulté, pour les femmes qui n'ont pas les moyens financiers de se reloger? Ça pose la question du logement, ça pose la question de l'accueil, ça pose la question également de la formation, à la fois des professionnels de santé et des personnes en charge de la sécurité pour reconnaître les premiers signes de violence, pour savoir accueillir la parole et savoir comment réagir. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas au point sur toutes ces questions-là. Léa Corradi, en tant que jeune femme, j'imagine que ce meurtre d'une violence inouïe, alors on a assisté, on a suivi évidemment des affaires de règlement de compte entre jeunes hommes. Là, c'est une jeune femme dans sa voiture tuée à bout portant. C'est quelque chose qu'on avait, je crois, jamais vu et vécu à Nice en tant que jeune femme. Ça vous a particulièrement touchée ? Effectivement, j'ai été très touchée par ce qui s'est passé en tant que jeune femme, en tant que niçoise. On est vraiment meurtris et c'est absolument terrible. Donc effectivement, toutes nos pensées vont à la famille et aux proches. Et je suis très contente qu'on soit tous d'accord sur le fait de s'accorder sur cette trêve et qu'on se soit tous réunis vendredi pour ce rassemblement en soutien à cette jeune femme et à sa famille. Effectivement, on a dépassé les clivages et on a montré qu'on était tous au-dessus de ça. Et on a pu se rassembler, on a été très nombreux et j'en suis très très heureuse. Maintenant, effectivement,
J'entends qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la lutte contre les violences, mais aujourd'hui, la collectivité fait déjà le travail. Il y a une maison pour les femmes qui existe, il y a une maison qui accueille les victimes de violences. Et aujourd'hui, le travail est fait, il va continuer. Je pense qu'on a vraiment besoin du soutien de l'État, parce que c'est au niveau de l'État et au niveau de la justice qu'il y a vraiment un travail à faire. Et ça dépasse la municipalité. Anne-Claire, est-ce que justement cette trêve, elle peut permettre d'éviter toute instrumentalisation politique sur les questions de sécurité, oui, sur les questions de violence faites aux femmes? Déjà, c'est important d'éviter toute l'instrumentalisation parce que c'est un sujet sérieux et important. On est dans un des pires départements au niveau des féminicides. Dans les Alpes-Maritimes, ça fait 10 ans qu'on est dans le top 3 des départements où il y a le plus de féminicides. Et il n'y a clairement pas assez de choses qui sont faites par les institutions, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau du département ou de la région. Et c'est des choses qui doivent être mises en place justement pour éviter que des choses comme ça continuent de se produire aussi régulièrement. Il y a des départements qui l'ont fait et ça marche bien. La Creuse, c'était un des pires départements il y a quelques années. Ils ont mis tous les efforts et on voit que ça marche. Et on attendra donc la fin de la trêve pour ouvrir le débat sur ce sujet. Mais merci à vous quatre d'avoir réagi. Alors évidemment, cette émission, elle est faite aussi pour vous donner la parole et pour comprendre aussi les raisons de votre engagement en politique. On va faire un nouveau tour de table. Dites-moi quel a été pour chacun d'entre vous le déclic qui a fait que vous avez décidé d'adhérer à un parti, de militer, de faire campagne. On va commencer par Léa Corradi. Alors moi, ça remonte aux élections de 2012, la défaite de Nicolas Sarkozy. J'avais pas encore l'âge de voter, mais pour moi, ça a été une grosse claque. Quand j'ai vu François Hollande arriver à la tête du pays, je me suis dit c'est la fin du monde. Donc j'ai grandi un petit peu et ouais, pour moi, c'était vraiment un grand choc. Vous aviez quel âge? 2012, j'avais 15 ans. Donc j'ai attendu quelques années. Après, naturellement, je me suis engagée chez les Républicains. À l'époque, il y avait donc Christian Estrosi qui était chez les LR, Éric Ciotti également. Et du coup, naturellement, je me suis engagée à leur côté. C'était plus simple à l'époque, oui, tous les deux dans le même parti. Effectivement, on avait cette chance-là et cette force-là d'être tous sous la même étiquette. Et du coup, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont donné envie de continuer mon engagement, notamment Marine Brenier. C'est elle qui m'a un peu pris sous son aile. L'ancienne députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes à Nice. Anne-Claire, vous, c'est un peu plus récent. Moi, c'est très récent. Ouais. J'ai toujours été politisé dans mon enfance et quand j'ai grandi. Mais ce qui m'a fait passer le pas, ce qui a fait le déclic, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, avec tous les sondages qui montraient Bardella Premier ministre. Et à ce moment-là, je me suis dit que voter, ça suffisait plus. En fait, il fallait agir pour empêcher justement que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. C'est une situation qu'on a déjà connue sous le régime de Vichy. L'extrême droite, on connaît. On ne veut pas que ça se reproduise. Donc maintenant, il faut qu'on se mobilise et c'est ce qu'on est en train de faire, toute la jeunesse. Et en 2024, on l'a fait et on a gagné. Oui, lors des élections législatives anticipées avec le nouveau Front populaire. C'est ça. Ouais. Gabriel Pélisson-Blanchard, je crois que votre histoire familiale a un peu compté dans votre engagement. Absolument. Et c'est amusant parce que moi, je pense que j'ai un peu l'effet miroir de ton histoire, puisque nous, l'élection de François Hollande avait été un grand espoir et justement le moment de se dire que c'était le moment de s'engager pour changer les choses durablement. Et effectivement, moi, dans ma famille, on a toujours été très engagés à gauche, particulièrement ma grand-mère, qui m'a tout de suite mis le pied à l'étrier et qui m'emmenait voter chaque fois qu'elle y allait et qui m'a donné cette envie de m'engager pour le collectif, pour changer les choses et puis pour être là pour les gens qu'on avait le plus besoin. Et donc, vous avez adhéré aux jeunes écologistes... Oui, aux jeunes écologistes, c'est ça? J'ai adhéré aux écologistes qui soutenaient en quelle François année? Hollande. En 2020. D'accord. Et Flavio Conta, votre rencontre avec la politique, ça se passe comment? Moi aussi, j'ai toujours été politisé, bien évidemment, mais le déclic a eu lieu dès la rentrée à l'université en réalité. En 2022, quand je suis rentré en première année à la fac de droit, j'ai commencé dans l'associatif politique à la faculté, notamment à l'Uni. Et ensuite, j'ai commencé à suivre Éric Ciotti. Donc dès 2022, fin 2022, jusqu'à le suivre à la création du parti, donc de l'UDR. Et aujourd'hui, on est là pour les municipales, pour les élections municipales. Et j'ai eu la chance, la confiance d'Éric Ciotti pour avoir cette section jeune pour ces élections municipales, que ça soit au niveau de l'UDR 06, mais aussi de cette campagne donc des jeunes avec Ciotti. Et on voit à quel point quand même la figure politique, qu'elle soit
celle de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Éric Ciotti, a compté dans votre engagement politique. On va regarder ensemble maintenant l'extrait d'un dossier qu'on avait tourné au mois de septembre dernier sur justement l'engagement des jeunes en politique. On était allé à la rencontre d'une jeune élue de Montsartou. Elle aussi, elle est un peu une exception comme vous dans sa génération, et une exception dans les conseils municipaux. Les jeunes de moins de 35 ans sont peu nombreux en politique. Ils représentent 4,7% des élus en France. La mission d'élu, c'est une mission de retraité plutôt. Il faut être disponible. Et c'est ça, est-ce que c'est pas un problème C'est un paradoxe. On veut rajeunir les équipes, mais malheureusement, les jeunes sont pas disponibles. Aux heures où on voudrait qu'ils soient disponibles. Quand on est réunion technique en milieu d'après-midi, c'est compliqué, quoi. Peu engagés et peu concernés. 70% des jeunes se sont abstenus aux dernières municipales et ça empire d'année en année. J'essaie d'expliquer ce que ça change. Enfin, quand on vote pour un maire, on vote pas que pour réduire nos impôts ou les augmenter. Enfin, c'est la façon dont la route va être aménagée. C'est le city-stade qu'on va créer pour justement permettre aux jeunes de se rencontrer. Voilà, donc essayer de donner une saveur en fait pour que les gens ce soit palpable. Les moins de 35 ans représentent 4,5% des élus dans les conseils municipaux. Est-ce qu'on vous a déjà proposé, à vous quatre, d'être présents sur la liste de votre candidat? Et est-ce que vous vous sentez à la fois capable, légitime? Est-ce que vous pensez que vous aurez le temps d'assumer un tel mandat, Flavio Conta? Alors en tout cas, pour ma part, rien ne m'a été proposé. Ensuite, on laissera Éric Ciotti la décision en tout cas de constituer sa liste et la fin de sa liste, puisque les premiers adjoints ont été annoncés. Mais en tout cas, oui, c'est toujours un vrai plaisir et puis un honneur surtout, c'est de s'engager en politique et de plus en plus près. Mais ce serait compatible? Vous pourriez avoir un mandat municipal et continuer vos études, entrer dans la vie active? Oui, bien sûr. De toute façon, il y en a plein. Il y a plein d'exemples, en tout cas en politique, malheureusement trop peu. Mais bien sûr, tout est compatible. C'est une histoire d'organisation. Mais bien évidemment qu'on peut prendre en compte ça. Gabriel Pélisson-Blanchard, vous savez quelle sera exactement votre place dans cette campagne si vous figurerez sur la liste et si on vous propose un poste en cas d'élection ou même dans l'opposition? Est-ce que vous vous sentiriez de devenir conseiller municipal? Alors les listes ne sont pas encore finalisées, mais bien évidemment que si jamais on me proposait d'en faire partie, j'accepterais avec très grand plaisir. Et justement, Juliette Chenel-Leroux est dans cette dynamique d'intégrer la jeunesse, de parler à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on apporte un regard qui est différent, on a une expérience du terrain qui est différente et une manière de communiquer qui est différente. Donc si aujourd'hui, on n'intègre pas la jeunesse dans les campagnes municipales, on se prive complètement, non seulement des réservoirs de voix, mais complètement des personnalités, des citoyens dont on est censé avoir la charge. Donc je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de faire cette place à la jeunesse. Et je précise que vous êtes déjà dans la vie active, puisque vous êtes coordinateur pédagogique dans une école de commerce à Sophia Antipolis. Léa Corradi, vous êtes, je pense, peut-être la plus prête de tous les cas, puisque vous travaillez déjà comme fonctionnaire territorial auprès de Christian Estrosi. Alors, effectivement, nous non plus, les listes ne sont pas bouclées. Mais moi, j'ai eu la chance en 2020 d'être colistière de Christian Estrosi. Et déjà à cette époque, il y avait de très nombreux jeunes sur sa liste. Christian Estrosi avait fait confiance à la jeunesse, on avait réussi à mobiliser grandement, parce que nous, on a un candidat qui croit vraiment à la jeunesse et qui leur laisse la place. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans l'équipe municipale. Je pense que tous les candidats diraient la même chose. C'est vrai. Mais dans l'équipe municipale actuelle, on a de nombreux jeunes. Notre conseiller municipal le plus jeune a 30 ans. Et à l'époque c'est des Greg élections... Monetti ? Non, c'est Lucas Magliolo. D'accord. Il est rentré en cours de mandat, mais en 2020, il était bien plus jeune, déjà sur la liste. Donc du coup, effectivement, la jeunesse a sa part à prendre et elle aura toute sa part sur la liste de Christian Estrosi, j'ai aucun doute. Alan Claire, votre rôle dans cette campagne et vos ambitions. On a le droit d'avoir des ambitions. Nous, la jeunesse, on a un rôle qui est complet dans cette campagne. À la fois sur la liste, il y aura des jeunes haut placés sur la liste, on aura des jeunes élus au conseil municipal. On est des militants formés en globalité, donc c'est-à-dire qu'on va participer au tractage, au porte-à-porte, etc. On participe également à la conception du programme, notamment un programme jeunesse qu'on co-construit avec les jeunes des différentes organisations avec lesquelles on part dans cette union de la gauche. Justement, voilà, c'est ça, on prend toute notre part et c'est hyper important, on apporte un regard qui est nouveau. La jeunesse, elle a une demande de radicalité. Et vous avez fait justement une vidéo sur les réseaux sociaux pour essayer de mobiliser les jeunes. On va peut-être la voir en image. Vous y exposez
des chiffres assez inquiétants. Seulement 27% des 18-24 ans ont voté à la dernière présidentielle, et à Nice, seuls 28% des inscrits ont voté à la dernière élection municipale, ce qui évidemment affaiblit aussi la légitimité des futurs élus avec si peu d'inscrits. Comment vous faites sur le terrain pour aller chercher les jeunes et au moins les faire voter, que ce soit pour vous ou pour une autre liste? En fait, déjà, il ne faut pas partir du constat que les jeunes, ils ne sont pas politisés. Les jeunes, ils vivent la politique au quotidien. Tout est politique. Mais pas forcément dans un parti, et pas forcément le jour du vote. Dans un parti, justement, parce qu'il y a un manque de confiance réelle en les institutions politiques. Quand là, ça fait 30 ans qu'on a des chefs d'État différents qui changent, mais la politique qui est appliquée est toujours la même. À Nice, c'est la même chose. On a 20 ans de cogestion, Ciotti, Estrosi, qui ont appliqué la même politique. On avait dit qu'on faisait une trêve. On va essayer de la respecter. Je ne parle pas de mesures précises, mais c'est la réalité. Si on parle d'abstention des jeunes, il faut parler de fonds politiques, parce que les jeunes sont des... Si on parle de ça, c'est un sujet politique. En tout cas, vous essayez de les convaincre qu'il y a une alternative. Oui, bien sûr, justement, c'est ça qu'il faut leur montrer. Comme je disais, les jeunes ont une demande de radicalité. Nous, c'est ce qu'on propose, des mesures pour réellement changer la vie des habitantes et des habitants niçois, pas seulement les jeunes, mais les jeunes en particulier. Je voudrais qu'on s'interroge aussi sur ce que vous apportez, chacun d'entre vous, à cette campagne des municipales. Alors, il y a bien sûr quelque chose qui saute aux yeux, c'est la campagne qui se mène sur le terrain numérique et ce que les jeunes inventent comme nouveau format sur les réseaux sociaux. C'est notamment flagrant dans les camps estrosistes et ciotistes. Vous ne manquez pas d'imagination pour concevoir des formats courts, parodiques, souvent drôles, mais aussi très cruels. Par exemple, à Corradi, dans le camp estrosiste, vous avez conçu un format qui s'appelle la ciotiste du jour. Alors, on ne va pas rentrer dans le fond des polémiques, encore une fois, pour respecter cette trêve dans la campagne, mais racontez-nous quand même les coulisses de ce format. Qui a eu l'idée, combien de temps ça vous prend, qui le conçoit? Alors, ça vient de l'équipe des jeunes avec Estrosi. Pourquoi ce format-là? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses et tellement de contenu à notre disposition sur tout ce qu'a pu dire Éric Ciotti tout au long de sa carrière politique. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que nous sommes en trêve, mais j'invite les téléspectateurs à aller voir la Ciotiste du jour, ils comprendront de même. C'est un format très court qu'on essaye de sortir et on en a beaucoup en stock. Donc, il y en a d'autres qui arrivent, restez connectés. Flavio Conta, vous êtes prévenu. Vous, de votre côté, vous n'épargnez pas non plus Christian Estrosi. Vous le prenez en défaut sur ses déclarations. Le comparant, on va le voir peut-être aussi en image, à Louis de Funès. Vous vous amusez dans les montages. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces vidéos influent sur le climat de la campagne ? Oui, bien sûr, mais après, de toute façon, c'est aussi le jeu des élections municipales. Là, on a pointé le cas donc de ces animations qu'avait fait Christian Estrosi pour imiter l'un ou l'autre, mais de toute façon, c'est le jeu, c'est l'objectif. Alors, on a c'est le nouveau jeu que vous nous faites découvrir à nous, les vieux, mais c'est vrai que c'est un autre, et puis ça anime une ambiance de campagne qu'on n'a pas forcément l'habitude de... Non, bien sûr, mais c'est un nouveau contenu et puis on innove, que ça soit d'un côté ou d'un autre, de toute façon, mais il faut aussi capter un certain auditorat. Puis les jeunes, ils ont cette habitude maintenant, on le voit souvent sur TikTok, où il y a plein de punchlines, etc. Donc si ça nous permet aussi d'avoir des jeunes qui s'intéressent à la politique, en tout cas qui vont commencer à s'y intéresser ensuite en découvrant plus au fond, bien évidemment, on est là pour développer du contenu et avec des vraies idées pour les élections municipales. Mais si ça peut les amener et les y intéresser, on prend tout, on est preneur. Gabriel Pélisson-Blanchard, on n'a pas toujours l'impression justement que vous, les jeunes, alors je ne parle pas de vous en particulier, mais que les jeunes, justement, avec ces formats, relèvent le niveau de la campagne. Et parfois, on se dit, est-ce que on ne tombe pas dans la caricature ou dans la polarisation du débat avec ces nouveaux formats? Je partage complètement cet avis-là. On est dans une américanisation de la politique où tout doit être absolument ou blanc ou noir, extrêmement tranché. Et très sincèrement, je pense que les personnes qui regardent ça ne s'intéresseront pas réellement aux enjeux politiques des candidats. Ça peut amener un certain buzz, ça peut amener des personnes à en parler, mais combien de jeunes derrière seront convertis aux idées, combien s'intéresseront réellement au programme? Mais d'ailleurs, Anne-Claire, est-ce que ces vidéos, elles ne s'adressent pas d'abord aux convaincus? Non, je ne suis pas d'accord.
On le voit quand on analyse les vidéos, on touche une part très large de la population, les jeunes, mais d'ailleurs aussi des personnes plus âgées sur d'autres formats de réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est important d'être sur les réseaux sociaux, mais pas pour justement créer de la polémique ou des choses comme ça qui n'élèvent pas le débat, comme vous l'avez dit. Si ça les amuse, tant mieux. Nous, on fait de la politique. On utilise les réseaux sociaux. Il n'y a pas une Ciotti du jour ou une vidéo des jeunes avec Ciotti qui vous a fait sourire? Non. Ah oui, vous faites de la politique très sérieusement. Mais parce que, en fait, nous, comme je vous ai dit, on fait de la politique. On utilise les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication comme les autres, comme peuvent l'être la distribution de tracts, comme peuvent l'être les porte-à-porte. Ça va toucher un autre public, ça va toucher aussi un public plus large, mais on s'en sert comme vecteur pour porter un message politique et pas pour autre chose. Mais les réseaux sociaux, c'est l'endroit où il faut être pour aller toucher justement cette jeunesse? C'est un des endroits où il faut être, mais les jeunes, on va les chercher partout, pas seulement sur les réseaux sociaux. À la fac. On va devant les universités. Il ne faut pas non plus croire que les jeunes sont uniquement les étudiants. Il y a énormément de jeunes travailleurs, notamment à Nice, et on va les toucher aussi. En fait, on parle à tout le monde, tout simplement. Est-ce que d'ailleurs, il n'y a pas une bataille à gauche pour séduire la jeunesse de gauche? On a l'impression qu'aujourd'hui, Gabrielle Pélisson-Blanchard, les jeunes sont plus tentés par le discours des Insoumis que par le discours de la gauche plus traditionnelle, socialiste, communiste ou écologiste. Il y a une forme de radicalité effectivement dans les discours, mais comme je disais, tout ne passe pas par le discours. Il y a également le programme, les idées derrière. Comment est-ce qu'on change véritablement un système de l'intérieur? Et je pense que justement, on a beaucoup de pédagogie à faire auprès des jeunes sur le fait qu'un discours extrêmement radical n'amènera pas forcément la stabilité et les choses nécessaires à leur bien-être et à ce qu'on aimerait porter. Nous aujourd'hui, on a un projet qui est un projet réaliste, qui prend en compte les attentes des jeunes et qui est un véritable projet d'union. On a plusieurs partis qui nous soutiennent, on a une véritable force politique et c'est ça qu'on veut leur proposer directement sur le terrain. Alors, on ne va pas refermer cette émission sans une question importante. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne municipale à Nice? Quelles sont vos priorités? Quelles sont les mesures qui pourraient changer votre vie de jeune à Nice? On va faire un tour de table. Et je commence par vous, Flavio Conta. Oui, moi, je prendrai le cas le plus important, en tout cas pour moi, et qui sera aussi défendu dans la campagne par Éric Ciotti. Je pense que c'est une question du logement. Quand on prend... Là, il y avait des chiffres qui sont sortis, puis ça fait des années, 1 300 € pour un étudiant qui dépense tous les mois. À Nice, c'est quand même assez difficile pour un étudiant de pouvoir se loger correctement. Ce sont les chiffres de la FAGE, je crois, non? Le coût de la vie étudiante. Plusieurs organisations étudiantes ont pu le donner. Donc, c'est vrai que c'est un réel problème aujourd'hui. À moins de 600, 700, 800 €, on ne trouve pas un logement, en tout cas correct, qui permette de vivre correctement. Donc, c'est essentiel, peut-être, le logement. Alors, il y aura une grande mesure qui sera prise par Éric Ciotti à l'issue donc des Jeux Olympiques pour le logement. Vous savez, sur le site au Var, normalement, il y aura annoncé par Christian Estrosi, par la municipalité, un village des Jeux Olympiques, mais qui sera retransformé à la suite en une cité étudiante et qui aura une grande partie pour les logements étudiants à loyer modéré pour leur permettre de vivre normalement. Léa Dans la plaine Corradi. du Var, parce qu'au Var, c'est le commissariat. Du coup, pardon. Le site au Var. Oui, plaine du Var, mais c'est pas grave. Pardon. Léa Corradi, oui. à votre tour. Quelle serait la mesure qui changerait la vie des jeunes à Nice? Je suis d'accord avec le logement, mais pour moi, il n'y a pas que ça. On a une chance exceptionnelle à Nice, c'est qu'on a doublé notre nombre d'étudiants. On a une communauté étudiante extrêmement importante qui dépasse les 50 000 étudiants. Donc, au-delà du logement, pour moi, c'est tout ce qui est transport. Et ça a déjà été annoncé par Christian Estrosi. On va mettre en place les transports le vendredi soir et le samedi soir. Transports qui seront sécurisés. Christian Estrosi s'est engagé. Et on va continuer à développer l'attractivité de la ville parce que c'est important aussi d'arriver à capter ces étudiants-là. Moi, j'ai fait toutes mes études à Nice. Et je refusais de partir dans une autre ville. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein de campus qui captaient les étudiants niçois parce que Nice n'était pas assez attractive. Et aujourd'hui, on travaille là-dessus, on capte des étudiants. Et notre but, c'est de les garder et de les faire travailler dans notre ville. Gabrielle Pélisson-Blanchard,
Alors, Votre mesure pour les jeunes à Nice? S'intéresser à la jeunesse, c'est pas seulement au moment des élections. Juliette Chenel-Leroux avait déjà fait beaucoup de propositions sur le logement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec 500 €, qui est le budget moyen d'un étudiant, on ne peut absolument rien avoir. Donc nous, avec la liste de Juliette Chenel-Leroux, on aimerait construire plus de logements pour les étudiants et également pour tout ce qui est transport. Dès 2026, pour les jeunes niçois et l'ensemble des personnes précaires, une gratuité des transports qui serait élargie ensuite avec l'ensemble des Niçoises et des Niçois, avec l'argent notamment du tourisme, parce qu'on ne manque pas de tourisme qui, par ailleurs, alimente le surlogement au niveau de l'été, pendant les Airbnb. Donc on aurait vraiment cette mesure-là phare sur le transport et les logements. Qui coûterait un demi-milliard. Je vous promets qu'on ouvrira le débat sur les transports dans une autre émission lorsque la trêve sera terminée. Alan Clerc, c'est à vous. Quelle est la mesure qui changerait votre vie de jeune à Nice? Moi, je reprends ce qui a été dit. En réalité, la problématique première pour les jeunes, c'est le logement. À Nice, il est très difficile de se loger. Nice, c'est une des villes les plus chères d'Europe. C'est une des seules villes de France où les loyers dépassent 700 € par mois pour un studio. Donc nous, on propose des mesures claires pour régler ce problème, l'encadrement des loyers, comme c'est déjà le cas à Paris ou Lille. On propose l'expropriation des logements vacants. Ça concerne à peu près 30 000 logements à Nice, des logements vacants depuis plus de 5 ans. Et bien sûr une lutte contre Airbnb, puisque là il faut mettre tous les moyens que l'État nous autorise pour lutter contre ce fléau, parce que Airbnb récupère en grande majorité des studios ou des T2, donc des appartements qui de base sont plus pour les jeunes, plus recherchés par des jeunes. En tout cas, on a senti pendant cette émission votre impatience et la force de votre engagement qu'on a pu mesurer à votre impatience à débattre. Mais bien sûr, on reprendra le débat politique dans Dimanche en politique dès la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'en effet, on a tenté de respecter la trêve demandée par les responsables politiques niçois après le meurtre terrible d'une jeune femme dans sa voiture, abattue à côté de son bébé qui était assis côté passager. On a donc voulu quand même vous donner la parole aujourd'hui, voulu entendre la voix des jeunes dans ces élections municipales, mais promis, la semaine prochaine, le débat public reprend sur ici Côte d'Azur. À très vite.